Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Je suis Alexandre Viol, animateur du podcast et je suis très heureux de vous retrouver avec l'équipe du Trail qu'on aime pour un épisode qui s'annonce une nouvelle fois dense et passionnant. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par celui qui sera sur les labours de cross tout l'hiver avec en ligne de mire un top 10 au France de Cross Master. Nicolas Martin, comment ça va ? Salut à tous, tu me mets la pression parce que le niveau est quand même monstrueux pour faire un top 10 au France de Cross Master. Je vais déjà faire première étape, essayer de me qualifier pour aller aux France et puis oui, après j'essaierai, j'espère avoir des bonnes sensations et de faire mon mieux. Donc ça m'a permis de retrouver une régularité sportive, un petit peu cet objectif cross, et puis je me tente à retenter le record du marathon du LTQA. Si c'est le cas, ça sera au même endroit que l'année dernière à Milan, mais là cette fois-ci j'y vais avec des pacers sur ton chrono, Alex, pour essayer de le titiller. Bon, on verra ma motivation et le temps disponible pour ça, parce que j'ai pas mal d'autres activités et puis j'ai beaucoup de mal avec mon passé d'athlète de haut niveau, de m'entraîner avec des objectifs et de pas vraiment mettre les moyens. Et puis je suis retombé sur ma prépa de l'année dernière, j'ai dit que c'était très dur, donc voilà, ça plein de beaux projets. Et puis prochainement, il y aura le rassemblement de lancement de saison des athlètes du Team Brooks, et ça va être beaucoup de plaisir de retrouver tous ces athlètes, et on espère encore une saison de progrès pour ces athlètes. Tu seras accompagné par celui qui n'a pas osé aller se frotter à la Spécross du samedi matin avec tous les énervés de l'équipe de France. Mathieu Delpech, comment ça va ? En effet, je me suis échappé. Le week-end dernier avait eu un petit rassemblement là, des athlètes de l'équipe de France, avec aussi quelques petits profils invités prometteurs. On a vu notamment chez les gars Virgile Morisset, Antoine Thierrya, Pierre Livache, Dylan Ribeiro à suivre. Et au programme de ce rassemblement, il y avait le samedi matin une petite séance de cross que j'ai évité en mon tracteur. J'ai eu peur de me faire labourer. Par contre, je suis allé participer avec plaisir à la sortie trail l'après-midi. En vrai, ça faisait un petit peu trop, une journée à un peu plus de 30 km en plein hiver, où j'ai pas encore des volumes à pied qui sont énormes, donc on respecte la progressivité, mais sur les skis, l'entraînement hivernal se poursuit, se passe bien. On fait une bonne base aérobie. J'ai fait une petite verticale aussi il y a 2 semaines pour déboucher un petit peu les tuyaux. Toujours aussi dur, 20 minutes à bloc, mais ouais, globalement tout roule à l'entraînement, donc ça fait plaisir. Enfin, celui qui se lance dans le vlogging sur Instagram avec sa série Road to Milan, Théo Robin, comment ça va ? Et bah la forme, je sors d'une matinée au ski de fond sous un soleil parfait, donc je vais quand même pas me plaindre. Le début de la prépa pour le marathon de Milan se passe bien, mais clairement je tenterai pas le record du LTQA, je vous le laisse messieurs, je ne tente même pas ça pendant 1 kilomètre. Et à côté de ça, pas mal de taf avec Cap, notamment avec une formation qui arrive à Dijon en mars. Mais franchement, j'apprécie bien cette période de l'année où on est un peu plus à la maison, c'est un peu plus calme. Et puis je prends des forces avant que la vraie saison de trail ne se lance. N'oublions pas l'animateur de ce podcast, notre journaliste et team manager préféré, celui qui a tenté de dompter la neige basket au pied il y a quelques jours. Comment ça va, Alexandre Viol ? Eh ben, tout va très bien, en espérant tout de même que mon premier dossard de l'année au Bélier Blanc à la Clusaz ne soit pas à l'image de ma saison, être collé dans 30 cm de neige et avoir des crampes d'estomac, c'est tout simplement catastrophique. Mais sinon, tout roule, les entraînements s'enchaînent autour de cette magnifique chaîne des Arabiques que j'ai la chance de voir tous les matins en me levant, donc c'est quand même plutôt chouette. Et puis je rejoins Théo sur l'appréciation de cette période de l'année où, du fait de notre activité pro, on est quand même très très souvent en déplacement tout au long de l'année, et la partie hivernale nous permet aussi d'être un peu plus à la maison et d'être un peu plus au calme, donc c'est vraiment une période qui est très appréciable. Avant de te laisser nous donner le programme, Alexandre, je voulais, comme en chaque début d'épisode, remercier nos partenaires. On vous annonçait dans le premier épisode de la saison un premier partenaire qui nous rejoint pour l'année, c'est UpTrack, la plateforme de streaming sport et aventure qui sponsorise désormais notre rubrique des recommandations culturelles de fin d'épisode. Vous retrouverez sur UpTrack une sélection de films et documentaires de sport et d'aventure avec plus d'une centaine de vidéos, et puis aussi des masterclass avec des grands champions qui viennent partager leur méthode d'entraînement, comme François Daen ou encore Courtenay de Walter. Donc n'oubliez pas, vous bénéficiez de 3 mois offerts sur un abonnement annuel grâce à notre code LTQA en majuscule, et vous nous soutenez indirectement. Et puis pour ce deuxième épisode, on est fiers aussi de vous annoncer le renouvellement de la collaboration avec le premier partenaire historique qui nous avait suivi dès la saison dernière, c'est Brooks, l'équipementier qui me fait aussi confiance pour une 5e année consécutive au niveau perso, et donc ça fait plaisir d'avoir encore leur soutien en 2026. Vous connaissez sûrement déjà leur mythique Cascadia, le modèle trail qui en est à sa 19e version. Et ben vous n'êtes pas prêt pour sa déclinaison Super Shoes, la Cascadia Elite, qui arrive dans quelques semaines maintenant. On vous en reparlera probablement bientôt à nouveau. Donc merci à eux de soutenir notre travail une année de plus. Sans plus attendre, Alex, on va parler de quoi aujourd'hui ?
Alors les amis, au sommaire de ce nouvel épisode, on débutera par les traditionnelles actus du LTQA avec pas mal de nouveautés côté Mercato. On enchaînera avec une nouvelle rubrique, l'instant popcorn, une nouvelle rubrique rendue possible grâce à notre nouveau partenaire UpTrack, dans laquelle plusieurs fois dans l'année, nous vous proposerons des entretiens exclusifs avec des réalisateurs et des athlètes. Et on démarre dès cette semaine avec Maxime Audouard et Jean Despiau, co-réalisateurs du film Convergence, qui retrace l'épopée de Mathieu Blanchard, ultra trailer, et Conrad Coleman, skipper dans leur projet de participer à la Transat Café L'Or et de rejoindre la Martinique pour participer à la Trans-Martinique. Deux athlètes hors normes qui gravitent dans deux milieux naturels différents, la mer et la montagne, et qui vont s'unir à travers leurs deux passions, la voile et le trail. Un récit passionnant entre océan et sentier et une même quête, le dépassement de soi, l'engagement total et le rapport brut à l'environnement. On poursuivra avec notre grand sujet du jour, un sujet qui vous a fait pas mal réagir sur Instagram suite à notre dernier épisode et le coup de gueule de Nicolas Martin, la tendance actuelle dans le trail qui tend à confondre influence et performance. Pour cela, nous aurons la chance de compter sur la présence de Benjamin Sachenti, team manager chez Brooks, qui reviendra avec nous sur l'énorme coup mercato réalisé avec le recrutement de Théo Détienne. Et il nous expliquera aussi ce que cela révèle du positionnement de la marque américaine, tant sur le plan sportif que sur les enjeux d'influence pour les années à venir. Ensuite, Nico et Théo, dans leur rubrique conseil, nous parleront aujourd'hui des différences biomécaniques, d'endurance, de force et de puissance qui peuvent exister entre la route et le trail. Puis on terminera, comme à l'accoutumée, par nos recos de la quinzaine by UpTrack. Un programme bien dense, fait avec amour et passion. Le Trail qu'on aime, épisode 36, c'est parti. Jingle. Et moi, j'ai déjà fait la dernière fois. Le trail qu'on aime, épisode 36. Magnifique. Allez, on démarre tout de suite avec les dernières news Mercato, où on a pu voir la double signature chez Simalp de deux trailers aventuriers anciennement présents sous les couleurs de Kiprun, Fleury Roux et Aurélien Sanchez. Deux recrues assez logiques, je trouve pour ma part, au vu de la stratégie athlète chez Simalp, qui est quand même avant tout centrée sur des profils mixtes entre compétition et aventure en off. Une petite réaction? Ouais, bah moi je pense que ça illustre un peu la tendance de fond qu'on voit, les grosses marques qui se concentrent de plus en plus sur des teams constitués uniquement d'athlètes qui sont très forts, et il reste de moins en moins de place pour des petits contrats sur de bons coureurs, ce qui a pu être pendant longtemps le cas dans le trail. D'une part c'est logique, hein, mais moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que le très haut niveau personnel et potentiellement le très haut niveau tout court, ça se construit dans le temps. Donc j'ai parfois le sentiment que certaines marques ne font plus grand chose pour soutenir les jeunes, puis sortent un peu le carnet de chèques pour prendre les meilleurs quand ils ont émergé. Mais bon, il faut reconnaître que c'est pas forcément évident de trouver le bon positionnement, parce que quand on investit sur des jeunes, il y a aucune garantie de les conserver à coup sûr quand ils exploseront, en plus du fait que tous les jeunes ne percent pas, mais voilà, ça, je pense que ça illustre un petit peu cette tendance-là, à voir si elle se confirme dans les années à venir. Une annonce sans bruit, sans coup d'éclat, sans vidéo d'annonce, mais avec un post tout simple. On a vu la signature de Jean-Philippe Choumi chez Kailas, donc il quitte Oka et son pote Thibaut Garivier. Qu'est-ce qu'on en dit de cette annonce en toute sobriété, dirons-nous? Moi, juste une petite anecdote, j'ai eu Thibaut récemment qui m'a dit j'ai l'impression qu'avec mon niveau, je suis le prochain sur la liste, en gros, des départs de chez Oka. Donc c'est juste pour vous donner un petit peu une idée du niveau actuel dans le team, et qui illustre mes propos précédents. C'est vraiment un team aujourd'hui de très très haut niveau, où il y a que des vraiment top athlètes, quoi. J'ai l'impression, il y a peut-être 2-3 exceptions, mais c'est quand même extrêmement solide. Moi, quand j'ai eu ce post dans mon fil Instagram, j'ai cru que j'avais un post de 2010 qui a été fait. On voit Jean-Philippe Choumi, lui, il est pas là pour l'influence, il est là pour poser ses gros cuisseaux sur les lignes d'arrivée. Donc, on espère qu'il va le refaire en 2026 comme il l'a fait sur les saisons précédentes. On a aussi vu aussi un petit peu plus longtemps une nouvelle qui n'a pas fait trop de bruit, mais la signature d'Arnaud Bonin chez Kailas, donc c'est la même marque là où a signé Jean-Philippe. Arnaud, le dernier 4e de la CCC, qui prend une nouvelle dimension et qui sera lui au départ de son premier UTMB en 2026. Une signature qui confirme aussi les ambitions de la marque chinoise de peser encore un peu plus sur le marché européen. Ouais, hyper mérité pour Arnaud, qui est vraiment une valeur sûre en France depuis 2022 minimum, et les marques ont peut-être souvent hésité à lui faire confiance parce qu'il a passé le cap du très haut niveau, on peut dire ça, je pense, avec sa perf notamment l'année dernière sur la CCC, un peu sur le tard. Et c'est vrai que souvent on a plus tendance à parier sur les jeunes, mais bon, on oublie peut-être des fois que la force des anciens, c'est qu'ils représentent pas un potentiel fictif, mais bien un potentiel réel avec leurs résultats. Donc je souhaite le meilleur à Arnaud dans cette nouvelle aventure.
Autre marque chinoise qui a signé un athlète français, c'est la marque Mont to Cost avec l'arrivée de Corentin Play qui vient d'annoncer officiellement un partenariat chaussures avec la marque chinoise et qui devient donc le premier français à représenter la marque. Il ne devrait d'ailleurs pas être le seul dans les semaines à venir. Euh, Intéressant ça, Mathieu, une marque qui permet aux athlètes d'avoir un partenaire uniquement chaussures et donc d'avoir un second partenaire pour le textile comme Corentin qui reste en tout cas a priori chez Wise sur la partie textile. Ouais, il y a très peu d'athlètes en France qui arrivent à faire ça parce que c'est quand même compliqué de trouver une marque qui te fait pas à la fois du textile et de la chaussure, mais ceux qui arrivent à faire des bons combos, ben, je pense notamment à Aurélien Dunant-Palaz qui est avec Scarpa sur les chaussures et avec Compressport pour les équipements, et ben souvent ça marche bien, ça permet aussi d'avoir des doubles contrats, que ce soit sur les fixes et sur les primes. Donc je pense que quand ça marche, ça s'aligne bien, mais c'est sûr que c'est souvent plus simple d'avoir un seul équipementier et aussi des contreparties qui sont uniques et pas avoir à devoir rendre des comptes à deux marques différentes. Donc je sais pas ce qui est le mieux, mais en tout cas, il y en a qui s'en sortent bien avec les deux, comme Aurélien. Donc, j'espère que ce sera la même chose pour Corentin. Allez, on termine avec un sacré coup mercato du côté de Salomon. C'est la signature de l'Espagnol Andreu Blanes, troisième des derniers mondiaux de trail court, vainqueur de Sierzinal Surprise en 2022. Un profil mixte entre le trail et la route, auteur d'un très très solide 2h09 à Valence en décembre dernier et d'un énorme 27,47 aux 10 km de Valence il y a 2 semaines. Lui, qui avait tenté de se qualifier au JO de Paris sur 3000 mètres steeple, on le rappelle, est en train de battre son record sur marathon à Séville dans 3 semaines, avec du coup les toutes nouvelles S-Lab Fantasme 3 au pied. Un sacré coup pour Salomon. Autre news, il y a eu plein de résultats sur les trails blancs ce week-end dernier, mais moi perso désolé, je vais mettre un petit avis négatif. C'est vraiment une discipline que je comprends pas et qui m'intéresse très peu. J'espère que ceux qui le font prennent du plaisir à faire ça, mais moi je déteste courir sur la neige. On a quand même inventé le ski et c'est tellement plus agréable de glisser, que ce soit en ski de fond ou en ski de rando. Et donc ma news, pour revenir sur une news, c'est quand même l'annonce des sélections finales pour le ski alpinisme aux Jeux Olympiques. C'est pas du trail, mais c'est quand même une discipline que je suis de près, et ce seront donc Pablo Giner et Margot Ravinel qui rejoignent les fers de lance de la discipline actuellement en France, Emilia Ropp et Thibaut Anselmé, pour représenter notre pays à Milano Cortina. Et je voulais faire un petit clin d'œil à Margot, une élève ingénieure à l'INSA de Lyon, avec qui on a partagé quelques sorties ski et même une compétition en relais en 2020, si je me trompe pas sur la date. Ça fait trop plaisir de l'avoir arrivé dans les toutes meilleures de sa discipline, avec un début de saison en trombe, une victoire sur la Coupe du Monde aux États-Unis, puis cette deuxième place à Courchevel le week-end dernier qui lui a offert sa sélection. Donc elle était aussi passée par le trail et a notamment plusieurs titres de championne de France chez les jeunes en KV. Donc perso, j'ai trop hâte de suivre le ski aux Jeux Olympiques, même si ça n'a rien à voir avec ce que je pratique en montagne quand j'ai les skis sous les pieds. Moi, j'enchaîne un peu, je reste sur le ski alpinisme avec les victoires de Rémi Bonnet et d'Axel Mollaret sur la première verticale de la Coupe du Monde qui avait lieu à Courchevel le week-end dernier. Et malheureusement, je suis un peu triste pour eux, mais les deux qui sont quand même un peu les fers de lance de la discipline ces dernières années n'auront pas l'opportunité de concourir pour une médaille olympique, et ça enlève quand même beaucoup de valeur à mes yeux au choix des disciplines qui ont été retenues pour l'introduction du ski alpinisme, mais on va pas refaire le débat. Parfait, on a fait le tour sur les actus, les amis. On va pouvoir passer à l'une de nos nouveautés pour 2026, une nouvelle rubrique que l'on a intitulée l'Instant Popcorn. Pourquoi l'Instant Popcorn? Car à travers cette rubrique, nous allons vous proposer des échanges exclusifs avec des athlètes et réalisateurs de films. Pour cette première, on démarre avec les réalisateurs du film Convergence, un film qui retrace l'épopée de Mathieu Blanchard et Conrad Coleman, un skipper britannique, dans leur projet de participer à la Transat Café L'Or et de rejoindre la Martinique pour participer à la Trans-Martinique. L'occasion parfaite d'en apprendre un peu plus sur l'univers méconnu de la voile et de la course au large, d'en savoir plus sur les coulisses du tournage et de découvrir Mathieu Blanchard comme vous ne l'avez jamais vu. On vous laisse avec l'entretien réalisé ce matin avec Jean Despiau et Maxime Audouard, et on se retrouve juste après pour notre grand sujet du jour. Et merci beaucoup Maxime et Jean d'être avec nous. Comme je l'ai dit, on va parler de votre dernier film qui s'appelle Convergence. Mais déjà, pour que nos auditeurs et auditrices puissent en savoir un peu plus, est-ce que l'un de vous deux pourrait nous pitcher un peu le film en quelques mots? Ouais, bonjour à tous, merci de nous recevoir. Alors Convergence, c'est un film un peu atypique au vu aussi des aventures de Mathieu Blanchard, du coup, qui figure dans le film, qui va sur un autre univers qui est le trail à la base. Et du coup, il va sur un univers qui est la voile, et notamment la voile de compétition, et il va à la rencontre d'un skipper professionnel qui s'appelle Conrad Coleman, qui a fait déjà 2 fois le Vendée Globe,
Et en fait, le film tourne autour surtout non pas d'un aspect de perf ou de course. Enfin, ils sont au sein d'une course, mais on va plus sur la rencontre entre les deux univers, deux visions professionnelles, parce que c'est tous les deux des sportifs professionnels. Donc, un partage de valeurs, de plein de choses liées à leur discipline individuelle. Et on va voir que au travers de leur aventure, ils retrouvent pas mal de choses qui sont similaires entre les deux sports. Et puis après la fin de cette traversée de l'Atlantique, donc il participe à la Transat Café L'Or qui consiste à partir du Havre et d'aller en Martinique. Et après, le projet est de réaliser un ultra trail en Martinique, la Transmartinique. Donc voilà. Après, je sais pas si je dévoile tous les détails du film pour ceux qui voudront le voir, parce qu'évidemment, il y a des rebondissements par rapport à leur projet initial, mais le film global parle au travers de ce fil rouge de la traversée et du projet commun à Martinique d'aller sur les sentiers, c'est d'un partage et d'une transmission entre les deux. Ouais, on savait que Mathieu avait quand même enfin, une appétence particulière pour tout ce qui touche à la mer et à l'océan. Mais on découvre dans le film que la voile, ben, c'est un sport qu'il connaît pas du tout. Donc c'est assez intéressant de voir un sportif de très haut niveau se mettre un peu à nu et aller dans une pratique où il connaît rien. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le titre du film. Je sais pas si c'est vous qui l'avez trouvé ou alors c'était une discussion avec Mathieu et Conrad. Le titre, c'est Convergence. Qu'est-ce qui, concrètement, tu l'as dit un petit peu dans le pitch, mais qu'est-ce qui converge et rapproche finalement ces deux athlètes au-delà de la pratique sportive? Au-delà de la pratique sportive, c'est un peu en gros, il y a plein d'aspects, que ça soit humain, que ça soit aussi tous les aspects de dépassement de soi. En fait, on s'aperçoit que ça soit dans un milieu ou dans l'autre, il y a plein d'aspects en fait qui convergent et c'est pour ça qu'un peu ce terme nous est revenu plusieurs fois. Au début, on n'avait pas forcément choisi ça, mais au final, à la force en fait d'écrire le film et de faire le montage, c'est un peu ce qui est revenu, c'est qu'il y avait des aspects qui revenaient dans les deux, quoi. C'est pour ça que essentiellement on est parti là-dessus. Et si je peux ajouter quelque chose, c'est aussi que le film met pas mal en avant à l'image et au niveau de l'histoire la cohérence des éléments et le fait qu'ils se retrouvent entre la terre et la mer. Donc il y a un jeu aussi à l'image là-dessus. Et on trouvait que c'était intéressant la convergence des deux univers, des deux mondes aussi. À la fin de la traversée, ils arrivent en Martinique, ils arrivent sur Terre, ils continuent leur aventure. Donc c'est tout ça qui se recoupait. C'est pour ça qu'on en est venu à choisir Convergence. C'est ça. Il y a un plan magnifique d'ailleurs sur la fin du film où on voit la mer qui s'en va sur la plage et avec une trace de pas de chaussures de trail. Ça, j'ai trouvé ça très, très, très fort et très symbolique justement de ce titre-là. Je sais pas si vous aviez déjà filmé, en tout cas réalisé un film qui parlait de voile, mais j'imagine que logistiquement, ça doit pas être quelque chose de très évident. Durant le film, on voit quand même des images qui sont très belles sur le bateau. Et c'est vrai que je me posais souvent la question de savoir qui avait filmé et comment elles avaient été filmées, ces images. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus de comment ça s'est passé? Sur les parties, moi, je vais présenter le fait qu'on connaissait rien du tout à la voile. Et après, moi, si tu peux parler de l'aspect logistique, tournage, parce que du coup, c'était un tournage qu'on a pris un peu au dernier moment. On a dû s'adapter aux conditions de tournage qui font qu'il y avait eu des choses qui s'étaient passées avant qu'on arrive sur le projet aussi, qui avaient été filmées. Et puis Max va vous présenter un peu comment on a eu toutes ces images qui sont quand même très cool. In fine, on est super contents. Un peu le déroulé, mais c'est vrai que tu peux expliquer pourquoi Enfin, nous, on n'est pas du tout du monde de la voile, quoi. On nous a rapprochés pour nous proposer la réalisation du film via Mathieu, donc via le monde du trail. Nous, on a fait plusieurs films sur le trail et l'ultra trail précisément. Mais en fait, on a une curiosité commune qui fait que quand on nous a proposé le projet, on a fait grave. Alors après, on aura un regard aussi d'initié avec plein de petites questions. On va essayer de mettre en avant des choses qui pour nous peut-être paraissent pertinentes. Après, on n'est pas des professionnels de la voile. Mais on trouvait intéressant d'aborder le sujet pour le décomplexifier et le rendre un peu plus compréhensible au grand public, ceux qui n'ont pas toutes les bases et pas toutes les notions de ce monde-là, qui est quand même très technique et assez spécifique. Ouais. Mais après, du coup, comme disait Jean, nous, ça s'est fait un peu au dernier moment, le documentaire avec Uptrack qui s'est mis sur le projet, en gros, qui a produit le projet. Et donc, en fait, il y a eu plusieurs étapes. D'abord, il y a toute la partie filmer la préparation.
Ça, nous, on n'était pas encore sur le projet, c'est d'autres personnes qui ont cadré, en fait. Et nous, on a intervenu, en fait, donc il y a d'abord préparation, ensuite il y a toute la partie course. Ça, c'est Conrad et Mathieu qui se sont filmés eux-mêmes, comme c'est une course, en fait, en fait, c'est impossible, tu peux pas, il peut pas avoir de cadreur sur le bateau. Et heureusement, vu les conditions, qu'on n'y était pas, parce que je pense que sinon, on serait pas sorti vivant. Et après, par contre, du coup, tout l'après, on est arrivé en Martinique. Et c'est après qu'on a essayé de mettre le plus de choses en avant, en fait, pour qu'il y ait de la diversité dans le film. Toutes les interviews, elles ont été faites après. On a quand même donné des directions à Mathieu et Conrad avant de partir. Nous, on a été en gros sur le projet quelques semaines avant de partir. Du coup, on a donné des directions pour qu'ils filment certaines choses et que ça corresponde un peu voilà, à l'atmosphère du film. Et après, on a essayé de retourner des choses. Ben, après, on a fait une journée en bateau avec eux, on va dire quelques jours après, pour pouvoir retourner des plans un peu plus serrés, des choses qui, on va dire, qui nous manquaient, bien illustrer tout ce qu'on voulait. Donc, voilà. Mais du coup, Mathieu et Conrad ont bien géré sur le bateau pour tout filmer, quoi. Ouais, si on va sur des plans, tous les plans de drone qu'il y a sur le bateau, c'est Conrad qui le faisait. Donc, pour ceux qui ont en fait, déjà fait voler des drones, c'est pas souvent intuitif. Bon, il y a un peu d'appréhension sur le décollage, atterrissage. Sur un voilier, c'est horrible ou un bateau en général, parce que tu es toujours en mouvement. Il faut arriver à faire avancer le drone vers toi. En fait, ils chopent les drones au vol comme ça, donc c'est assez périlleux sur l'atterrissage surtout. Donc lui, il faisait ça, il gérait son bateau. Donc bon, c'était cool. Je crois qu'il a perdu un drone sur la traversée quand même. Mais ça, c'est anecdotique. Ça restera sur le bateau. Et est-ce que moi j'avais une question sur peut-être le regard que vous aviez sur les athlètes de haut niveau et est-ce que à travers ce film votre regard il a un petit peu changé. Je l'ai dit un petit peu dans l'intro, mais dans le film on voit quand même Mathieu aller très très loin au niveau mental. Je pense, enfin moi en tout cas j'avais jamais vu de vidéo où on le voyait dans ces états-là, pardon. Est-ce que vous attendiez à ce que ça puisse aller aussi loin au niveau mental et que ça puisse être une aventure aussi compliquée mentalement pour les athlètes? Bah, en tout cas, on pensait pas que ça irait aussi loin du côté de Mathieu quand même. En se mettant sur le projet, c'est vrai que Mathieu, on le voit parfois, bah, tu vois, à la Yukon, on voit il a quand même poussé loin. Mais c'est vrai que là, je pense que le fait que Mathieu était novice dans une discipline, en fait, c'est un peu l'avantage de ce projet, c'est que comme il était novice, bah, il a poussé encore plus loin que ce qu'il fait d'habitude. Et du coup, bah, dans le film, c'est vrai qu'il en parle pas mal et en fait, il explique vraiment que lui, ça va le servir pour ses prochaines aventures. Et donc, c'est vrai que bah, parfois, ça fait, même nous, en regardant les rushs, il y a des fois, ça nous faisait presque de la peine sur certaines fois. Mais on se disait que ça allait être cool à l'écran aussi. Non, mais pardon Mathieu, mais au moins ça amène des éléments cool. Il y avait les deux côtés. Non, c'est vrai c'est pas souvent quand même nous en filmant le trail ou quoi. En fait, là aussi, c'est que sur le bateau, ils ont le temps, tu vois, donc ils ont le temps de souffrir, ils ont le temps et souvent sur une course de trail, ça va quand même, même sur de ultra trail, il y a peu de stops ou d'arrêts à part sur des bases vides, des ravitaux, mais ça, c'est pas pareil quand même. Tu vois, on voit les gens souffrir, mais c'est peut-être parfois plus du silence. Là, je trouve il y a du silence et à la fois, enfin, je sais pas, c'est quand même un autre monde, quoi. Mais je pense que c'est le fait que Mathieu était novice, quoi. Parce que Conrad, lui, pour le coup, voilà, il a peut-être dégusté quelques fois, mais on ressent pas du tout ça, quoi. Mais après, moi, si je peux me permettre d'ajouter sur l'aspect souffrance de Mathieu sur la traversée, c'est que je pense qu'il y a une accumulation aussi par la durée de l'épreuve donc ils ont été 19 jours en mer. Et en fait, sur ces 19 jours, il y a les nuits qui sont toutes hachées parce qu'ils font des quarts au niveau des veilles pour garder le cap la nuit. Quand il y a la tempête, du coup, le sommeil il est quasi inexistant. Il y a eu du mal de mer. Et en fait, petit à petit, il y a le mental qui commence à s'affaiblir. Et je pense qu'il a craqué aussi avec l'accumulation de tout ça, des chutes aussi sur le bateau. Bon, bref, tout ça est dans le film aussi. Je ne vais pas tout spoiler, mais il s'attendait pas aussi que ça se resitue. Ouais, je pense qu'il s'attendait pas à ce qui ramasse autant en accumulation d'éléments. Et après, si on vient sur un aspect plus global des deux professionnels, bon, évidemment, comme le disait Max, en fait, le cœur quand même du sujet, c'est la traversée qui dure plus longtemps que après les aventures qu'ils vivent en Martinique. Donc, Mathieu a été plus amené à être en difficulté que Conrad après.
Mais on a pu aussi découvrir Conrad qu'on connaissait pas ou peu de noms. Et en fait, la similarité entre les deux sur l'aspect mental, c'est qu'on voit que c'est des mecs un peu butés qui veulent aller se dépasser. Même Conrad, sur les sorties trail à Martinique, on le voyait prendre même des risques sur les descentes et tout, parce que c'était assez technique. Et voilà, il se plaignait jamais. Et on voyait qu'il avait du mal à des moments, mais il se dépassait. Donc il y avait cet aspect dépassement, repoussement de soi. Et là-dessus, il se retrouvait énormément. Moi, j'ai une petite question sur la durée de montage d'un film comme ça. Une fois qu'ils sont arrivés, que vous avez tous les rushs et tout, ça prend combien de jours, enfin combien de jours, combien de mois de travail sur le projet en post-prod et comment c'est réparti entre parce que en fait, vu que c'est l'histoire, elle change. En fait, vous pouvez pas savoir ce qui va se passer exactement. Vous avez pas pu écrire avant un scénario de c'est ça. Il faut tout dérocher, il faut tout construire petit à petit. Ensuite, il faut faire le montage. Ensuite, il faut faire la colo, le son, etc. Comment ça se répartit un petit peu dans le temps, tout ça? En fait, là, je vais introduire un peu cette partie-là et après, je vais laisser la parole à Max qui a géré un peu la globalité et le master du montage. Mais donc, comme tu disais, Mathieu, il y a un aspect aussi où on doit s'adapter. On est sur un documentaire, on est un film documentaire, mais on documente aussi des faits réels. Donc, on est obligé de s'adapter à ce qui va réellement se passer. Et on a eu l'occasion de beaucoup s'adapter du coup. Mais on avait quand même écrit plein de choses à l'avance. Il y avait différentes directions. Il y avait une direction globale qu'on voulait prendre. On a essayé de s'y tenir au maximum. Et c'est pour ça qu'on est allé en Martinique pour tourner plein de choses, pour arriver à tenir cette direction de réalisation globale du film. Et ensuite, on avait une deadline qui était un peu serrée sur la partie post-production, montage, parce que ce film-là voulait être présenté à un festival qui va débuter début février. Donc, c'est pour ça qu'on a eu peu de temps. Et donc, sur la répartition globale du montage, moi, j'ai des max sur tout ce qui était narration, donc découpage un peu des interviews, des moments où ils vont parler sur le bateau, etc., pour construire l'axe narratif du film. Et après, Max va du coup, vous détailler un peu tout ce qu'il a pu faire, toutes les heures qu'il a pu passer dessus, quoi. Ouais, on a passé beaucoup d'heures dessus. En fait, c'est déjà, ouais, Mathieu, pour te répondre, c'est des projets qui demandent tellement d'énergie. En fait, tu as besoin même là, le temps, en gros, on avait 1 mois de montage, en gros. Mais c'est très court pour un projet comme ça parce que déjà, tout ce qui est son et colorimétrie, il faut finir au moins une semaine avant de livrer, au moins un minimum, hein, parce qu'il y a au moins une semaine de taf sur chaque partie. Et ça, c'est des étapes en fait où tout le montage doit être bouclé, doit être bloqué et on peut plus rien modifier. Et donc en gros, on avait 3 semaines de montage quoi, à temps plein et c'est vrai qu'on y a passé non-stop 3 semaines. Pour les vacances de Noël. On n'y a pas eu de fête. Il n'y a pas eu de fête et c'était 3 semaines non-stop et c'était pas 8 heures par jour quoi. Donc là, c'était non-stop, non-stop. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie parce que tu as besoin, c'est comme l'écriture en fait, tu as besoin de revenir un peu sur ton montage, il y a des parties à améliorer. C'est dur en one shot comme ça de se dire ok c'est fini, il y a besoin de prendre un peu de recul aussi. Il y a des choses qui marchent par rapport à ce qu'on avait en tête, Oui. d'autres qui marchent moins bien. Qui Donc marchent bien. finalement, on se remet en question et on change un peu. Et heureusement, on avait quand même tout écrit à l'avance. Donc même s'il y a eu des rebondissements, on a dû changer quelques parties même au tournage en fait. Mais en écrivant tout à l'avance, c'était aussi plus simple après pour partir. Nous, on avait déjà nos parties. Donc au montage, en fait, on n'a pas besoin d'inventer l'écriture derrière, de se dire dans quel sens on met les choses. On avait déjà nos parties. Après, c'est plus c'est plus la partie création après derrière quoi. Mais après, oui, pour faire en gros le lien, il y a des projets parfois films documentaires on va dire de cette ampleur qui durent 1 an quoi. Parce que le montage se fait sur plusieurs mois, parce qu'il y a besoin de revenir dessus, il y a plusieurs personnes impliquées. Et là, en plus, c'était l'une des premières fois où on a voulu mettre vraiment le max sur le son. Et du coup, en gros, on a fait, nous, une grosse partie post-production de son de notre côté, mais après, on a fait appel à un studio de mixage pour apporter leurs pattes et avoir vraiment de la qualité au niveau du son, quoi. Une qualité d'immersion parce qu'on joue beaucoup, comme je l'avais dit, sur les éléments texturaux de nature, de végétation, d'eau, etc. Donc le son est hyper présent sur le format.
C'est vrai que c'est assez bluffant, ces effets. En tout cas, c'est très, très bien fait. C'est un type de montage que j'ai rarement vu, et certaines images qu'on voit assez rarement dans du docu de sport outdoor ou de trail en général. Donc, pour le coup, bravo pour ça. Et est-ce que Conrad et Mathieu ont vu le film? Oui, ils Oui. ont vu le film. Ils ont Et bien alors? Ben alors, on a dû tout refaire. Non, non, ils étaient vraiment très satisfaits. Ben, je pense qu'ils étaient assez surpris de la qualité. Bon, là, je parle. C'est toi qui l'as dit, la qualité. Non, mais de ce qu'on a pu livrer en aussi peu de temps. Ils s'attendaient peut-être Oui, à parce quelque que chose de différent. Mathieu, lui, a l'habitude de faire des films. Il en fait, enfin, il en fait quand même toutes les années. Toutes les années, il a au moins un film qui sort. Et du coup, bah, c'est vrai que son retour, enfin, a compté pour nous quand même, parce que Ouais. il nous a fait pas mal d'éloges sur le film, et surtout que le fait de le livrer en aussi peu de temps, ça l'a marqué. Alors peut-être il y avait encore, de toute façon, il y a toujours des choses à régler sur un film, et quand tu as plusieurs personnes impliquées, tu as toujours envie de faire des modifs, et voilà, c'est très subjectif, certaines. Enfin, en gros, ton avis est assez subjectif sur un film, mais sinon, globalement, les retours ont été plutôt bons, et enfin, c'est satisfaisant, quoi. Après autant de travail, ça fait plaisir. En tout cas, nous, dans l'équipe, on a beaucoup aimé. On a eu la chance de le voir un petit peu en avant-première, et on peut vous annoncer officiellement que le film est d'ores et déjà disponible sur la plateforme Uptrack, et que bien sûr, grâce au code LTQA, vous bénéficiez de 3 mois d'abonnement offert sur votre abonnement annuel. D'ailleurs, les gars, si vous voulez un petit abonnement chez Uptrack, on peut vous transmettre le code. Ouais, c'est super. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps, c'était super intéressant. Je rappelle que, enfin, vous pouvez peut-être rappeler un petit peu vos actus à côté de ça, et peut-être aussi nous parler des films que vous avez déjà réalisés, notamment le film Terminal Room. Ouais. Mais je crois que, bon, après, je sais pas s'il y a la vidéo, mais il y a les affiches derrière, d'ailleurs. Ah oui, Je viens de c'est vrai. citer. Oui, bah, on a déjà réalisé du coup 3 films. Ça, Oui. ouais, et toujours à deux, toujours ensemble. Du coup, ça c'est bien, on forme une belle paire. Du coup, on a commencé avec Terminal Room. Donc ça c'est en gros la Barclay française qui est en Chartreuse. Pour ceux qui connaissent pas la Barclay, c'est une course aux États-Unis qui est assez complexe, sans balisage. Et du coup, il y a la même forme en France. Donc on a fait ce premier film. Ensuite a découlé donc un autre film, parce qu'on a rencontré justement sur ce tournage Aurélien Sanchez, qui a fini justement, c'est le premier finisher français de la Barclay. Donc il a fait une course en Suisse de 660 km, enfin plus exactement 700, mais il y avait du hors-taxe, on va dire. Et Selon la police, selon les participants, voilà, ça change. Exactement. Et donc là, c'est un film qui s'appelle Ultra Vivant. On l'a suivi sur cette aventure. Et ensuite, on a fait avec pareil Aurélien Sanchez un film autour de la Barclay, sa dernière Barclay, avec une édition très compliquée, où tous les coureurs ont échoué. Et donc, ça a été une très belle expérience. Voilà. Et après, bah, en tout cas, pour nos projets sur l'année, on peut pas en dire grand-chose pour l'instant. Il y a pas mal de choses un peu qu'on doit garder pour nous, mais en tout cas, on a des beaux projets qui arrivent. Qui se profile, ouais, toujours lié. Ben, tous les deux, on commence à vraiment être quasi full sur l'activité trail outdoor au point de vue de notre quotidien. Et on adore de plus en plus aller sur des sujets longs qui viennent raconter une histoire, qui laissent un peu une petite trace par rapport à des formats qui sont plus consommés sur les réseaux et qui, au bout de 15 jours, 3 semaines, disparaissent un peu. Donc, il y a aussi un aspect où ben ça fait plus sens pour nous d'aller sur ces travaux-là qui sont plus aussi dans la durée. Après, c'est beaucoup d'investissement, d'énergie, de prise de tête, mais c'est génial quand on arrive à vraiment, à la fin, voir le produit final, le film, et se dire, bon, ben, vraiment, on est satisfait de ce qu'on a pu, ben, sortir. Et voilà, et petit à petit, on va en refaire, et j'espère qu'on aura des belles expériences aussi au travers de ces projets de films. Ouais, exactement. Super. Eh ben merci, on vous le souhaite en tout cas, et puis peut-être qu'on se croisera sur les sentiers ou sur un événement au courant de l'année. Carrément. Non, sûrement, oui.
À bientôt les gars. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée, salut. Ciao, ciao. Allez, encore un immense merci à Jean et Maxime pour leur temps. Et puis, bien sûr, on vous invite à aller découvrir dès à présent le film sur la plateforme UpTrack. On va pouvoir passer désormais à notre grand sujet du jour, où, comme je vous le disais dans le sommaire, suite à vos nombreuses réactions sur les réseaux, suite au coup de gueule de Nicolas Martin, qui dressait le constat que la frontière entre performance et influence tendait à disparaître, nous avions envie d'apporter quelques éléments supplémentaires en recevant un team manager, celui qui s'occupe de près d'une quarantaine d'athlètes au sein du team Brooks et qui vient de réaliser avec son équipe l'un des énormes coups mercato de ce début de saison avec la signature de Théo Détienne. Benjamin Sachenti est avec nous. Comment ça va, Benjamin? Salut Alex, salut toute l'équipe, merci. Écoute, ça va hyper bien. Le début d'année est bien chargé, notamment avec l'actualité qui a décapé dans le monde du trail la semaine dernière avec l'arrivée de Théo chez nous. Mais écoute, tout va bien et je suis très pressé que la saison commence. Justement, on trouvait ça intéressant de te faire intervenir parce que déjà, tu as un poste très intéressant. Mais j'aimerais bien que pour nos auditeurs et nos auditrices, tu nous rappelles un petit peu concrètement en quoi consiste ton rôle au sein de Brooks. Ouais, complètement. Alors, le beau nom, c'est Sports Marketing Leader européen. Ce qui en gros veut dire tout simplement que je chapeaute l'ensemble des projets et des programmes autour des athlètes au niveau européen chez Brooks, donc que ce soit le trail mais aussi la route. On a aujourd'hui exactement 29 athlètes en trail pour la saison 2026 et 10 athlètes sur route pour la saison 2026. Et voilà, moi je m'occupe un petit peu de l'ensemble de la coordination des projets. Ça va du recrutement de nouveaux athlètes à envoyer des produits aux athlètes en passant par la gestion logistique de la saison et également l'optimisation d'outils de performance comme les physios, comme de la data science, etc. On est en tout cas sur le sujet et on essaye en fait, si tu veux, et c'est ça qui est intéressant je trouve dans le rôle, c'est qu'on essaye d'avoir un vrai lien et une vraie passerelle entre les athlètes comme étant un ressort marketing, mais aussi les athlètes, mais nous aussi de notre côté, donner aux athlètes des services supplémentaires et des outils supplémentaires pour performer. Alors, tu as parlé de recrutement, justement. On va parler d'actu un petit peu chaude et on aimerait que tu reviennes avec nous sur le comment ça s'est passé avec Théo, justement, comment tu as réussi à le convaincre de rejoindre Brooks et voilà, nous raconter un petit peu aussi quelles difficultés tu as pu rencontrer pour recruter un athlète qui, j'imagine, en tout cas, a dû recevoir pas mal d'offres. En tout cas, du côté de New Balance, on a quand même dû essayer de le conserver. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, Théo, c'était une des grandes cibles de la saison. Et avait par chance, non pas par chance, parce que je pense que le projet qu'on a, il est solide, mais en tout cas, on a réussi à convaincre Théo de venir bosser avec nous. Ça a été de longues discussions, de longues heures de discussion, que ce soit en visio, que ce soit au téléphone, que ce soit même en rencontre physique, où l'idée c'était de présenter l'ensemble du projet et surtout de dresser un petit peu le portrait de l'avenir que Théo pouvait avoir auprès de Brooks. Et je pense que c'est ça qui a vraiment convaincu Théo au fur et à mesure des discussions qui ont fait que voilà, la solidité du projet, comme je le disais juste avant, avec tous ces sujets d'optimisation de performance qui ont beaucoup touché Théo, mais aussi tout le support qu'on apporte aux athlètes, que ce soit au quotidien, pendant les stages ou pendant les courses, et également bien sûr, toute la partie matérielle où je pense que Brooks est en pleine évolution, en plein essor. On le voit avec le lancement de la Cascadia Elite en mars, qui va aussi permettre aux athlètes de longue distance d'arriver à leurs objectifs de manière un peu plus facile, peut-être, entre guillemets, même s'il faut courir. Mais en tout cas, toutes ces choses-là ont permis de montrer à Théo que le projet que Brooks est en train de bâtir est solide et suffisamment convaincant pour le faire venir bosser chez nous pour les prochaines années. Alors, je mentionnais rapidement le petit coup de gueule qu'avait réalisé Nicolas Martin la semaine dernière et qui parlait un petit peu de la frontière très fine actuellement qu'on constate entre performance et influence. Moi, une question que j'aimerais te poser, c'est dans le choix du recrutement de Théo, et on peut élargir aussi aux autres athlètes. Est-ce que le facteur influence sur les réseaux a une grande importance pour toi et pour vous au sens large avec la marque? Et si oui, est-ce que tu arriverais à l'estimer peut-être en pourcentage par rapport à la partie sportive? À quel point vous prenez en compte aujourd'hui chez Brooks cette partie influence? Je pense que je peux répondre en deux parties sur cette question, Alex. La première partie, c'est plutôt que de l'influence, moi j'aimerais parler de visibilité pour Théo, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Théo il est recruté avant tout en tant qu'athlète de haut niveau, en tant qu'athlète performant, et on veut le voir
gagner les plus grandes courses du calendrier, en tout cas être sur le devant de la scène sur les plus grandes courses du calendrier, et ça c'est le plus important. Et le fait bien sûr évidemment qu'il soit visible, ça va lui permettre forcément d'accéder à des contrats qui sont peut-être un petit peu plus élevés, et aussi forcément d'être un petit peu plus attrayant que d'autres athlètes qui ont son niveau, qui sont peut-être un tout petit peu plus forts, mais qui sont pas visibles. Mais l'objectif premier de Brooks par le recrutement de Théo, c'est d'atteindre nos objectifs à court moyen terme, qui est d'être sur le podium, voire une victoire sur les grandes courses du calendrier comme l'UTMB, la Western ou d'autres grandes courses. On comprend forcément le recrutement de Théo par rapport à son niveau sportif et que c'est clairement un plus du fait de sa visibilité sur les réseaux, pardon. Et ce qui, je pense, pose question aussi à certaines personnes, c'est le recrutement d'une personne comme Clem qui court. Il y a beaucoup de gens qui arrivent pas à situer justement Clem qui court par rapport à votre stratégie tournée quand même majoritairement vers le sportif. Si on connaît un petit peu le fonctionnement de Brooks depuis quelques années, on sait que vous misez avant tout sur le sportif. C'est quoi un petit peu votre stratégie par rapport à ça? Et peut-être revenir sur l'exemple de Clément, qu'est-ce qui a motivé votre choix de le recruter l'an dernier? Ouais, c'est une bonne question, Alex. Alors, je pense que malgré nous, il y a eu vraiment cet amalgame que je trouve un petit peu désolant, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on catégorise peut-être un peu trop Théo comme étant un influenceur versus Clem comme étant un athlète. Je pense qu'il y a vraiment un distinguo et le grand public a du mal peut-être à faire ce distinguo, mais en tout cas, dans notre tête, c'est hyper clair. Théo, aujourd'hui, c'est un athlète qui est visible. Clément, par contre, l'idée de le recruter l'année dernière, c'est déjà été un pari puisqu'on l'a recruté bien avant qu'il explose. Je pense qu'au moment où on l'a recruté, il devait avoir peut-être 100 000, 120 000 abonnés si ma mémoire est bonne, donc bien loin de la visibilité qu'il peut avoir aujourd'hui. Et en fait, on s'est surtout accroché au personnage et on a trouvé que le personnage était fun et pouvait correspondre aux valeurs de la marque. Et après, s'en est suivi ce qui s'en est suivi, c'est-à-dire que je pense que Clem est très très bon dans sa gestion de communication, dans sa gestion de sa communauté et sur les choses qu'il a pu mettre en place comme les ventes de t-shirts à l'UTMB ou tous ces films, tous ces docus en tout cas qui sont hyper vus et plébiscités par sa communauté, qui font aujourd'hui que les gens, et je pense que le grand public a vraiment du mal à faire ce distinguo, qui est Clem, qui est Théo. On a du mal aussi, et je pense que Nico rebondissait bien sur le précédent podcast là-dessus, on a du mal à comprendre ce qu'est une vraie performance au sens sportif du terme. Et Clem aujourd'hui, quand on discute avec lui, Clem, il fait partie de la famille Brooks parce qu'aujourd'hui, on essaye d'intégrer au maximum les gens plus ou moins de la même manière chez Brooks, même si bien sûr Clem, il bénéficie pas du support des kinés, il bénéficie pas de la présence au stage, etc. Quand il est là, c'est juste pour apporter de la visibilité supplémentaire à ce que nous, on met en place au quotidien pour la partie athlète. Mais toujours est-il que voilà, il y a vraiment ce distinguo à faire entre la stratégie qu'on a en sports marketing autour des athlètes et la stratégie d'influence qu'on a autour d'un projet comme Clem. C'est la même, pour résumer, juste, c'est la même famille, mais quand même sur des projets et des niveaux de soutien qui sont complètement différents. Moi, je rebondis juste rapidement aussi, c'est que si on revient à des purs enjeux marketing, par exemple, ou de visibilité, ce qu'on va regarder pour juger l'efficience, enfin j'imagine, je suis pas employé de Brooks, mais ce qu'on va regarder chez l'efficience de Clem, c'est pas du tout ce qu'on va regarder chez Théo. C'est-à-dire que Théo, à la fin de son contrat, s'il a eu 0 résultat sportif significatif, on va peut-être dire bon bah là on n'est pas sûr de renégocier par exemple le même type de contrat, enfin je prends cet exemple-là, alors que Clem s'il a 0 résultat sportif, c'est pas du tout ce que Brooks cherche en soutenant quelqu'un comme Clem qui court, et c'est vraiment ça le distinguo, et c'est très complémentaire parce que je pense que le haut niveau, ça attire une certaine partie de population, les gens qui sont attirés par la perf. Personnellement, à titre perso, c'est plus ça qui m'attire. Et puis Clem, il va toucher des gens qui, pour qui le haut niveau, c'est un truc complètement lunaire et qui toucheront jamais, qui les attire pas. Et lui, il a ce côté très, vous pouvez vous lancer dans des défis et toucher des gens, mettre des gens à la course à pied qui auraient jamais été touchés par le haut niveau, quoi. Et c'est pour la petite anecdote, c'est assez marrant. Je pense que je suis j'ai un peu la même vision que Nico par rapport à ça. Et pour moi, la performance, ça prime avant tout. Mais
quand on a vu les résultats et les retombées des activations de Clem pendant l'UTMB, je me suis vraiment rendu compte de l'impact que pouvait avoir l'influence auprès du grand public. Et c'est pour ça aussi que je pense que plutôt que d'essayer de faire un athlète vs influence, il faut vraiment essayer de comprendre comment tout le monde peut bosser ensemble. Et ça, c'est un peu nos réflexions du moment là. Dans l'idée, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un des athlètes les plus visibles français, on a sans doute l'influenceur trail le plus visible en France, et comment imbriquer tout ça, comment faire en sorte que tout le monde se pousse vers le haut plutôt qu'on se tire dans les pattes et qu'il y ait comment dire, cette frontière entre je suis un athlète, l'influence ça m'intéresse pas, et je suis un influenceur, du coup je crache sur les athlètes. C'est un peu, pour parler un petit peu mal, mais c'est un peu je pense un des enjeux marketing pour nous sur cette année 2026. Ce qui n'est pas du tout le cas de Clem, qui a un gros respect pour les athlètes. C'est pas du tout ça. Et moi, quand mon coup de gueule était, c'était pas du tout une question de valeur, c'était juste une question de comprendre que c'est différent en fait. Et je pense que c'est peut-être ça qui a été parfois mal interprété. Oui, il y avait aussi une petite sensibilisation au grand public à justement essayer de faire la différence entre la performance pure des athlètes qui s'entraînent toute l'année pour ça, et la partie plus influence, plus entertainment que fait très très bien Clément d'ailleurs, et ça on peut pas lui enlever. Théo, Mathieu, une question peut-être pour Benjamin? Ouais, moi j'avais une petite question, on en a parlé rapidement en off, mais comment ça joue d'un point de vue temporel, c'est-à-dire à partir de quand, combien de mois avant vous avez l'occasion de discuter, parce qu'il y a aussi une notion de clause par rapport à son ancien sponsor. Si on peut avoir un peu les coulisses en temporalité, je pense que ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Ouais, bien sûr, effectivement. Alors déjà, en fonction des clauses, ça commence plus ou moins tardivement. Mais si on se parle d'un cadre idéal d'un athlète, là je parle pas forcément de Théo, mais si je parle d'un athlète, il y a quand même un rassemblement dans l'année qui nous permet de rencontrer toute la planète trail en même temps, c'est l'UTMB. Du coup, l'UTMB, c'est toujours un moment un petit peu charnière, juste avant, juste après. C'est là où on va commencer à discuter avec de nouveaux athlètes. C'est là où aussi on va commencer tout simplement à discuter avec nos athlètes actuels de renouvellement de contrat, de prolongation, de réhausse de contrat, ainsi de suite. Et après, ça se fait en plusieurs étapes. Donc, il y a un premier contact initial pour voir si l'athlète est intéressé par le projet, donc une présentation assez grossière du projet. Et puis après, l'étape numéro 2, avant toute chose, avant de parler de contrat, ainsi de suite, l'idée c'est que les athlètes puissent essayer les produits, puisque c'est hyper important, et je pense que c'est même un essentiel aujourd'hui. Si un athlète veut travailler avec une marque, ou si la marque veut travailler correctement avec l'athlète, il faut absolument que l'athlète soit convaincu par le produit. Une fois que c'est le cas, après, on refait un call, donc en gros, ça se fait en 3-4 étapes, où là, on va discuter vraiment de notions de contrat et de notions de durée de contrat, ainsi de suite, de détails de contrat, pardon. Voilà, en sachant que, bien évidemment, on est plus ou moins au courant, aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a, on est plus ou moins au courant que tel athlète, sa valeur, c'est plutôt 10 000, ou tel athlète, sa valeur, c'est plutôt 50 000. Donc, logiquement, si on est en discussion avec un athlète, on connaît nos capacités d'investissement à côté, et on va pas faire miroiter à un athlète une possibilité de contrat qu'on n'est pas en capacité d'honorer derrière. Un athlète comme Théo aujourd'hui, tu parlais de valeur sur le marché des athlètes. Un athlète comme Théo aujourd'hui, avec son niveau sportif et sa visibilité qui, j'imagine, forcément impacte aussi le montant dans les négociations. Si tu peux nous donner un montant, ou en tout cas une fourchette de ce que ça peut représenter? Je pense qu'il y a vraiment une notion à prendre en compte, c'est la notion aussi d'évolution du trail. Donc aujourd'hui, effectivement, on a fait un bel investissement autour de Théo, mais c'est un investissement surtout qui va permettre à la marque de rayonner. Et avec les investissements qu'on fait autour des athlètes d'une manière générale, il n'y a pas forcément une notion aussi de retour sur investissement. Donc l'idée, c'est au-delà des fourchettes, je sais que ça intéresse beaucoup les gens, mais c'est pas forcément ce que je vais vous donner là. Mais en tout cas, dans l'idée aujourd'hui, et je pense que il faut prendre le problème un petit peu plus général. Je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un carrefour où les marques vont être en capacité soit de vraiment professionnaliser un athlète, soit peut-être ça va être plus compliqué de bosser avec un athlète et ces contrats un petit peu intermédiaires qu'on connaissait beaucoup il y a 2, 3, 4, 5 ans, avec des contrats à quelques milliers, même pas dizaines de milliers d'euros à l'année, qui permettaient à un athlète tout juste de se dégager un petit peu de temps de travail pour pratiquer un peu plus, ou pour récupérer un petit peu mieux. Ça, c'est des choses qui existeront
beaucoup moins, je pense, dans les années à venir, tout simplement parce que on le voit aujourd'hui, hein, cette professionnalisation oblige les athlètes à vraiment dédier leur vie autour de leur pratique, de leur entraînement, de leur récup, ainsi de suite. Et effectivement, je pense que voilà, plutôt que de donner une réponse sur quelque chose de particulier, ou plutôt général, je pense qu'en tout cas la direction des marques aujourd'hui, elle va plutôt dans on va essayer de mettre peut-être de bosser avec un peu moins d'athlètes, mais par contre de leur donner beaucoup plus de moyens pour performer correctement. Sans donner de chiffres, ce qu'on peut juste dire, c'est aujourd'hui, Théo a tous les moyens nécessaires pour faire du très haut niveau, s'entourer, tout. Le contrat qui est donné par la marque fait que l'athlète n'a plus vraiment de limite, entre guillemets, je dirais matérielle, s'il veut s'entourer, quoi. Ce qui était pas, par exemple, mon cas. Moi, il y a plein de choses que j'aurais voulu faire dans ma vie, sur lesquelles j'avais juste pas les moyens financiers de mettre en place, parce que si je le mettais, bah, ça veut dire je payais pas mes factures ou je mangeais pas à la fin du mois. Et aujourd'hui, le trail a évolué dans un sens où ça n'existe plus. Et si un athlète a envie d'investir une somme d'argent conséquente pour s'entourer de la perf ou autre sujet, il peut le faire avec son contrat qu'il perçoit annuellement, quoi. Sur la partie sur la partie création de contenu, est-ce que vous allez aussi l'accompagner j'ai entendu récemment dans une interview que Théo disait que un des arguments aussi pour lequel il avait rejoint Brooks, c'était aussi parce qu'il y avait Clem et que ça pouvait être potentiellement plus simple derrière en termes voilà, de production vidéo, etc., d'avoir Brooks en partenaire similaire. C'est quoi ta vision par rapport à ça? On imagine que Théo, ça va lui prendre aussi un certain temps. C'est quelqu'un qui aime faire le show, faire le spectacle. Donc, toi, est-ce que tu vas lui poser des conditions peut-être? Comment tu vas essayer de lui faire articuler tout ça au mieux? Alors, je pense que dans l'idée, alors déjà, il y aura des synergies qui seront trouvées avec Clem parce qu'évidemment, en fait, on a quand même une chance, c'est que Clem et Théo s'entendent très bien. Au-delà du pro et de leur visibilité, c'est des gens qui humainement se matchent bien. Donc, je pense que nous, en tant que marque, on a tout intérêt à profiter de cette synergie. Ça, c'est sûr et certain. Et après, pour la partie Théo, effectivement, dans les discussions de contrat qu'on a eues, et ça, vous le verrez tout au long de l'année, il y a une notion de documentaire, une notion en tout cas de création de contenu qui seront faites autour des grands moments de la saison de Théo. Donc ça, dans l'idée, on va poursuivre bien sûr le travail que Théo a commencé sur sa chaîne YouTube en 2025 avec de nouvelles vidéos, de nouvelles approches et de nouvelles histoires à raconter pour les trailers et j'espère inspirer de nouveaux gens à courir. Et après, au-delà de ça, sur la deuxième partie de ta question, Alex, je vais le refaire. Sur la deuxième partie de ta question, Alex, je pense qu'en fait, Théo, comme je l'ai dit juste avant, on l'a recruté vraiment pour sa notion de performance et son envie d'être au plus haut niveau. Donc je pense que Théo, il a la tête sur les épaules et Théo, avant de parler de visibilité, sur les premiers calls qu'on a eu notamment ensemble, Théo, on a surtout et avant tout parlé de performance et Théo, je pense que je trahis aucun secret quand en disant que le gros moment fort de sa saison, ce sera l'UTMB. Théo veut arriver le plus près possible et le plus en forme possible pour performer sur l'UTMB. Donc ce sera vraiment le moment de sa saison et on s'est aligné ensemble sur un calendrier, mais c'est pas moi qui ai été moteur de cet alignement-là, c'est plutôt lui qui m'a dit « Ok, à partir de cette date-là, je me focus sur mes entraînements, sur ma perf, et je veux plus avoir de sollicitations médiatiques ou aux sollicitations de création de contenu, ainsi de suite. » Donc malgré le fait qu'il y a ce personnage public, il y a vraiment aussi la notion d'athlète et qui prime avant tout chez Théo. J'avais une petite question pour Mathieu. J'aurais bien aimé savoir comment il percevait justement l'arrivée dans son team d'une personne comme Théo avec une telle visibilité. Et voilà, c'est quoi son ressenti un petit peu à chaud là, de voir un Théo Détienne avec voilà, tout ce que le personnage comprend, de rejoindre le Team Brooks? Moi, je le vois comme une opportunité, hein. Franchement, déjà, sur tout ce qu'il a réussi à mettre en place l'an dernier sur le contenu, etc., moi, je trouve que globalement, c'est quand même une inspiration et ça pousse tous les athlètes
à produire des contenus encore plus qualitatifs, à réfléchir la stratégie. Et on voit à travers les performances de Théo et sa victoire au 90 du Mont Blanc que c'est possible d'allier les deux et d'avoir une démarche qui dépasse simplement la démarche sportive. Donc moi je trouve que c'est cool. Et puis plus globalement, plus il y a de monde qui suivent les athlètes émergents comme ça, créateurs de contenu, plus notre sport il grandit, plus ça fait des opportunités pour tout le monde. Donc et puis là le fait que on soit dans la même équipe, ça va peut-être ouvrir des portes pour faire des trucs ensemble. Et je pense que globalement ça va être super positif. Et moi, j'ajouterais un truc là-dessus, c'est que je pense que dans un team, c'est souvent une chance quand même d'avoir quelqu'un qui prend beaucoup la lumière, parce que je pense qu'en termes de pression sur les grands events, les athlètes qui sont moins attendus se sentent peut-être moins de pression parce qu'ils se disent, voilà, on a un gros athlète, c'est entre guillemets beaucoup d'espérance de la marque qui repose sur eux, et des fois arriver en étant un peu le second couteau, pas trop attendu, ça peut aussi créer des opportunités de perf, parce qu'on se sent pas regarder ou se dire je fais partie des athlètes que la marque attend beaucoup. Et je pense que ça peut être une chance quand même des fois d'avoir quelqu'un qui prend un petit peu la pression médiatique. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous. C'était super intéressant d'avoir la vision d'un team manager, et d'autant plus d'une grosse marque comme Brooks. Donc, bravo encore pour le beau coup mercato avec Théo. Et puis, on espère des beaux résultats sportifs, et puis que la saison se passe au mieux de votre côté. Merci toute l'équipe et merci de m'avoir reçu et ravi d'avoir pu répondre à vos questions. À bientôt. Salut Benjamin. Merci Benjamin. On va pouvoir passer à la rubrique conseils de Nico et Théo, qui vont nous parler aujourd'hui des différences qui peuvent exister entre les coureurs sur route et les coureurs sur trail, des différences de biomécanique, d'endurance, de force ou encore de puissance. Messieurs, c'est à vous. Yes, alors du coup, je vais commencer par parler d'un article qui est sorti en 2022. Le titre, alors je vais le dire en français, c'est Coureur élite sur route ou sur sentier, donc en gros les trailers. Comparaison entre économie, biomécanique, force et puissance. Ça a été une étude qui a été réalisée sur l'équipe de France de route et de trail il y a quelques années. Et du coup, le but, c'était de comparer un petit peu les différences qu'il peut y avoir entre ces deux disciplines, donc la biomécanique, la force, la puissance, l'économie de course, et puis aussi de parler du volume et du type d'entraînement. Et ce qu'on pouvait en tout cas, ce qui a été relevé par les auteurs, c'était de marquer qu'il y avait peu de transferts entre les deux disciplines, c'est-à-dire qu'on voyait peu d'athlètes de route performer sur des compétitions de trail ou inversement. Et du coup, l'hypothèse était de se dire qu'il y avait des exigences neuromusculaires et mécaniques qui étaient différentes pour permettre de performer dans une des deux disciplines. Donc, ce qui a été comparé, ça a été le profil force, vitesse et puissance en 1. En 2, ça a été la force isométrique maximale. En 3, le coût énergétique de course à plat et en montée à différentes vitesses. En 4, les paramètres biomécaniques standards. Et en 5, le volume et le contenu de l'entraînement. Donc, au total, il y a eu 17 coureurs uniquement masculins, donc 7 athlètes qui étaient sur la route et 10 qui étaient sur le trail. Donc voilà, il faut aussi retenir que c'est du coup qu'une seule nationalité, que la population elle est relativement réduite, donc ça va être des hypothèses qui peuvent être tirées, mais c'est pas des conclusions extrêmement générales. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une population 100% élite qui a été analysée. Il y a juste un petit biais, ça a été les contraintes qui ont été imposées par les stages fédéraux, où du coup le but, c'est logique et ça s'entend, c'est de faire des tests courts à des intensités parfois sous-maximales pour limiter la prise de risque et qu'il n'y ait pas de risque de blessure sur les entraînements. Du coup, dans les résultats, ce qu'on a pu voir globalement, c'était que le profil trail était plus orienté sur la force, que d'un point de vue coût énergétique et biomécanique, ceux qui étaient coureurs sur route avaient une meilleure économie de course sur le plat à 14 km/h, ce qui paraît tout à fait logique, et qu'il y avait peu de différence sur les montées. Et ça, dans la discussion, ils en parlaient, c'était peut-être parce qu'en fait, la montée a été choisie à 10%, et que du coup, globalement, les trailers, peut-être qu'ils expriment une différence à partir d'un pourcentage un petit peu plus élevé. Ça aurait été intéressant de tester ça sur peut-être 20 ou 30%. Une conclusion que Nico viendra sûrement démonter, en tout cas dans les résultats, c'était que sur le volume d'entraînement, les coureurs sur route avaient un volume d'entraînement total à l'année au mois qui était supérieur aux trailers. Mais bon, ça on va y revenir, ça datait un petit peu. Aujourd'hui, on voit que les ultra-trailers, quand même, ils s'entraînent beaucoup plus que ce qu'il y a dans l'étude. Voilà, et du coup, dans les conclusions principales, c'était de se dire que les trailers élites,
ils atteignent un haut niveau de performance mondial avec moins d'heures d'entraînement grâce au terrain et grâce aux pentes. Alors ça, pour le coup, je pense qu'il y a quand même un gros biais par rapport aux heures, comme je disais juste avant. Et que du coup, il y avait une vraie spécificité quand même, que ça soit sur la course sur route, sur trail, et que du coup, en fonction de ce qu'on voulait, sur les compétitions sur lesquelles on voulait performer, ben, il y avait des vraies adaptations et une vraie préparation spécifique à mettre en place. Ouais, pour rebondir, l'idée aussi du sujet là, c'était de montrer que faut aussi prendre parfois la littérature avec un peu de recul par rapport aussi à la latence qu'il peut y avoir entre le moment des mesures, parce que il me semble, si j'ai pas de bêtises, que j'ai fait partie des des gens qui ont été testés. Et de mémoire, hein, il me semble que c'était en 2017, dans le beau département du Cantal, cher à Mathieu et Alex. Et effectivement, je me rappelle bien de tous les tests que tu avais décrits. Et je pense qu'on était aussi, pour mettre un peu de contexte, à un moment du trail où il y avait une vraie différence encore entre la professionnalisation qui pouvait exister chez les meilleurs coureurs sur route et celle qu'il y avait dans le trail, où de mémoire, je pense que j'étais quasiment le seul athlète semi-pro, on va dire, et ce qui explique aussi que les volumes étaient pas très importants. Je suis persuadé que si on refaisait l'étude aujourd'hui, notamment le volume, je pense serait supérieur chez les trailers qui font souvent beaucoup plus de sport croisé. Mais ça montre bien que, alors après, c'est toujours dur de savoir, est-ce que la pratique du trail rend fort, ou le trail sélectionne des gens qui sont naturellement forts. Ce qui en tout cas sort, c'est que faut essayer d'améliorer sa force pour performer en trail. Je pense que tout le monde est d'accord. Mais c'était intéressant. Après, il y a quelques limites. Et puis, ça confirme ce qu'on a tendance à dire souvent, c'est-à-dire qu'on est l'athlète. Enfin, on a un athlète qui ressemble au terrain sur lequel on s'entraîne, et je pense que c'était confirmé. Et de tête de ce qui avait été sorti sur les premiers débriefs, il me semble que le coureur de l'équipe de France de trail qui se rapprochait le plus des coureurs sur route, c'était Julien Rancon. Et c'était celui qui est aussi, je pense, à ce moment-là, le plus performant sur le plat, sur des courses style cross et tout. Donc voilà, il y a vraiment des déterminants de la performance qui sont un peu communs, mais il y a aussi quand même des différences entre ces deux disciplines. Et c'est pour ça que bah voilà, on peut pas toujours faire des comparaisons en disant un tel coureur est très fort sur route, s'il venait faire du trail, il serait très fort. Certes, peut-être certains oui, mais pour beaucoup, je pense que leur grande force étant l'économie de course à plat, bah c'est pas une qualité majeure pour performer en trail. Ouais, et moi, je trouvais que ça mettait bien en avant aussi quand même qu'il y avait des vraies spécificités. Alors, même si c'est un échantillon petit et qu'il y a des limites, comme on vient de le soulever, et que du coup, c'est quand même difficile pour des athlètes, par exemple, qui sont au top. Bon, on va reprendre l'exemple de Mathieu Blanchard, qui est quand même un des meilleurs coureurs sur ultra au monde. Il a fait des beaux chronos au Semi de Paris, je crois que c'est 2,22 ou 2,23, mais ça reste quand même très loin du meilleur niveau mondial qu'on peut avoir sur route. Donc voilà, c'était juste pour soulever ce point-là, quoi. Ouais. Bon, on est passé pas loin, je pense, d'une masterclass cette année si Tom Evans avait pu prendre le départ du marathon de Valence, puisqu'il s'entraînait sur des bases visiblement de 2,10, 2,12, et j'aurais trouvé ça, moi, complètement fou. Mais c'est vrai que la grosse polyvalence est quand même complexe, parce que je pense que quand même, dans le coût, enfin, dans l'économie de course à plat, il y a aussi des facteurs, je dirais, je trouve pas bien le terme, mais un peu au niveau des longueurs des segments, de la taille du mollet, genre de choses, j'arrive pas à trouver le bon terme, qui font que on est plus ou moins économe pour courir à plat, notamment bah, on le voit sur les coureurs souvent de l'Afrique de l'Est qui ont des grands tendons, peu de mollets, donc un peu de poids sur la partie de la cheville, tout ça, ce qui permet quand même souvent d'avoir un coût énergétique plus bas, et que c'est pas toujours les morphotypes, voilà, c'était un peu ça que je cherchais, qui émergent toujours dans le trail. La question de fond étant, est-ce que les morphotypes dans le trail sont le vrai reflet de ce qu'il faut pour la perf, parce que le sport est, je pense, moins mature que la route, par exemple. Ça, c'est des questions, je pense, qui peut-être seront répondues dans les années à venir. Puis avec la dernière limite, le trail, c'est un terme très généraliste, parce que un marathon, c'est quasiment tout le temps plat, enfin plus ou moins plat, alors que le trail, bah, c'est plein de disciplines finalement différentes. Au-delà même des simples distances, les profils peuvent être très variés. Ouais, ouais. J'ai une petite question, je ne sais plus exactement dans l'article. Est-ce que dans les athlètes qui faisaient du trail, a été pris en compte des athlètes qui faisaient de la course en montagne ou non?
Et j'ai un doute. Je sais que sur ce rassemblement, il y avait des coureurs de la course en montagne, mais je sais pas s'ils les avaient considérés dans l'étude ou pas. Ouais, parce que pour le coup, c'est quand même pas du tout les mêmes profils entre des coureurs en montagne et des ultra-trailers. Donc ça fait aussi un énorme écart, comme tu disais, au Ah sein de bah la ouais, même ouais, population de trailers, quoi. si on extrapole, je pense que on peut être un coureur de montagne de haut niveau avec environ, allez, on va prendre un truc généraliste, quelqu'un qui s'entraîne pas trop 600 heures par an. Là où on sait que chez les ultra-trailers, bon, c'est des volumes extrêmes, mais ça peut monter à 1000, 1200 chez certains, voire plus, on a déjà vu. Mais clairement, il y a quand même des spécificités dans l'ultra qui font que en dessous d'un certain volume, alors sauf ce cas particulier de gens qui ont beaucoup de vécu, mais globalement aujourd'hui, si on faisait la moyenne des gens d'un certain niveau, enfin c'est quand même 800 000 heures pour à peu près tous les meilleurs ultra-trailers du monde, je pense, quoi. On remet un peu de contexte, hein, 600 heures, c'est... Là, on parle des élites, hein, quand on Oui, dit oui, pas on trop parle de des volume, élites, hein. bien C'est pas sûr, pour non, mais le évidemment. grand public, ça fait 2 heures par jour, quasiment. Faut avoir le temps de le faire déjà. Vraiment. On parlait rapidement d'André Blanes tout à l'heure, qui alors fait pas d'ultra trail et c'est encore un autre sport, mais qui tend à se rapprocher des tout meilleurs chronos mondiaux sur route et qui a fini troisième au mondiaux de trail court. Donc c'est un exemple aussi intéressant sur la complémentarité qui peut exister aussi entre les deux milieux. Ouais, tout à fait, hein. Il y a des coureurs qui ont ces doubles casquettes, mais je pense que c'est pas donné à tout le monde parce que ouais, courir 27-47, ben, j'ai même pas de tête l'allure que ça représente, mais beaucoup de bons coureurs ont du mal, en tout cas ça a été mon cas, de faire 1 kilomètre à cette allure-là dans ma carrière, hein. Parfait, merci beaucoup à tous les deux. On va pouvoir passer à notre dernière rubrique du podcast, les recos de la quinzaine by Uptrack. Et on commence tout de suite avec la reco de Théo. Du coup, moi, je voulais vous recommander le compte Insta de Pierre Delahousse, surtout pour ses recommandations musicales. Alors, des fois, il fait des vidéos humoristiques où il reprend peut-être, c'est 4 mariages pour une lune de miel ou un truc comme ça, et il va faire des montages dessus. Mais pour le coup, là, c'est vraiment plus pour les pépites musicales qu'il est capable de sortir. Moi, j'ai découvert une toute dernière pépite d'un artiste qui s'appelle Don West. Et en fait, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il met en avant des artistes très peu connus et surtout, en fonction de votre plateforme d'écoute de musique favorite, il a des playlists qui sont directement prêtes à l'écoute avec différents styles. Moi, je trouve ça trop cool d'entendre plein de sons différents. Donc, moi, ça me fait vraiment kiffer cet hiver. Je vous recommande d'aller voir son compte. C'est Pierre Delahousse. Foncez et mettez des bons écouteurs. Nico, encore un podcast de ton côté. Et ouais, tout à fait, un podcast où on apprend plein de choses au sujet enfin, sur différents sujets liés à l'histoire en une dizaine de minutes. C'est ça, je trouve, la force de ce podcast. Ça s'appelle C'est plus compliqué que ça. En clair, le présentateur démonte certaines croyances du style les légions romaines étaient imbattables, Hitler a été élu par le peuple, chose que j'ai entendue récemment de la part d'un sénateur français. Et si vous écoutez le podcast, vous verrez que c'est pas exactement la réalité. C'est vraiment hyper intéressant, surtout ça s'écoute très facilement vu la durée des épisodes, c'est ça que je trouve vraiment fort. Voilà, si on a un petit temps mort, il me dit c'est souvent entre 10 et 15 minutes. Et du coup, je vous recommande de l'écouter. Puis je termine par la maxime de fin d'épisode. L'histoire a toujours quelques tours dans son sac. Après tout, elle est là depuis longtemps. Très très bon. Mathieu, ta reco. Une reco que tu m'as toi-même recommandé, Alex, tu vas la reconnaître, c'est le roman 3 de Valérie Perrin. Et 3, c'est le nombre de mois que j'ai mis à lire ce roman. Mais voilà, je peux enfin vous le recommander maintenant qu'il me reste plus que quelques pages pour le terminer. C'est l'histoire de 3 amis unis à la vie et à la mort. C'est 30 ans de vie tissés de mensonges et de vérité, d'amour dans toutes ses nuances. 30 ans lumineux et bouleversant. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, je viens de le recopier sur la présentation du livre. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit en alternance la vie de 3 protagonistes. D'abord, leur enfance, leur adolescence, et c'est en parallèle avec ce qui est leur vie à la quarantaine. Et on fait au fur et à mesure du livre, on fait des liens entre ce qui s'est passé plus tôt et ce qui se passe là autour de leur quarantaine. Et surtout, je vous recommande ça parce que, en fait, moi, j'avais l'habitude de lire plutôt des choses, des livres d'éducation, etc. Et ça fait longtemps que j'ai pas lu un roman qui permet vraiment de déconnecter de l'apprentissage, etc., de déconnecter des écrans. Et donc, ça m'a fait du bien de régulièrement, ces 3 derniers mois, de prendre un petit moment et de lire quelques pages de cette histoire qui est pas du tout des choses qui me parlent habituellement, mais au final, je me suis bien fait prendre dans ce récit. Je ne peux que valider cette reco, Mathieu, Je vais te rendre ton livre, t'en fais pas. Et donner un autre bouquin de Valérie Perrin que je viens de terminer qui s'appelle Les Oubliés du dimanche,
qui est vraiment très très chouette aussi. Moi, je termine avec une reco, une page Instagram, la page Instagram de Arthur Gomez. Sa page, c'est arthur.gmz. C'est un gars qui mélange humour avec notamment des vidéos très drôles où on le voit appeler sa mère. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est des vidéos que je trouve vraiment très très drôles pour lui parler de tout un tas de choses. Et on a le regard de sa mère qui parfois ne comprend pas, qui parfois soutient son fils, qui parfois ne le soutient pas. C'est assez rigolo. Et il mélange aussi humour avec la musique et avec le rap notamment, parce qu'il a un deuxième compte Instagram qui s'appelle The Marshall Method, et c'est un compte où il décrypte les punchlines des plus grands noms du rap français et du rap US, et c'est vraiment hyper intéressant. Et pour ceux qui aiment beaucoup la musique et qui aiment comprendre un petit peu ce qui est dit dans certaines musiques, eh ben on a tous les éléments pour comprendre un peu plus ce qu'a voulu dire l'auteur. Donc voilà, super intéressant. Donc allez vous abonner à arthur.gmz. On a fait le tour, les amis? Bon. Et bah parfait. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés. C'était encore une fois un grand plaisir d'enregistrer ce nouveau podcast. On vous dit à très vite sur les réseaux, à très vite sur le canal Instagram si vous souhaitez échanger avec nous. Et puis à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.